Vous nous suivez de partout, vous faites bien, mesdames et messieurs. Merci pour la grande confiance que vous nous renouvelez encore dans le cadre de votre mission Savoir en parler, ce magazine d'actualité qui vous permet d'être d'une part informé sur des questions vertes, mais aussi sensibilisé, conscientisé par rapport à ces questions et adopter un comportement qui permettrait justement d'éviter le pire à la planète. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 10 mesures prises par la vice-primature en charge de l'environnement. 10 mesures proposées au Conseil des ministres, proposées et adoptées au Conseil des ministres. Vous avez eu les détails sur ces mesures sur nos antennes. Aujourd'hui, nous allons y revenir avec force et détails avec un expert en environnement. Lui, c'est Norbert Yamba Yamba, qui nous a déjà rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci bien pour l'invitation. Voilà, ce que nous... heureux de venir pour la première fois à AirTech. Je vous suis de temps en temps. Oui. Je pense que c'est l'occasion que nous puissions discuter. Voilà. Dans une approche non seulement réformatrice, mais révolutionnaire. Révolutionnaire, en vue de renforcer la protection de l'environnement et surtout la conservation de la nature, de cette biodiversité qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Ceux qui nous suivent se disent c'est la casquette politique qu'on aura ici. Ce n'est pas le cas, c'est la casquette d'un scientifique, d'un expert, analyste environnemental. Tout à fait, certainement que je suis politique, je suis cadre à l'IDPS, mais croyez-moi, j'ai fait des études post-universitaires en environnement. Voilà. Et je suis expert international sur cette question. Voilà. J'ai travaillé plusieurs fois avec la Banque mondiale, la FAO, le PNUE, et donc sur cette casquette que je suis là. Voilà. Je vais parler, je sais pas, comme environnementaliste. Comme environnementaliste, expert, alors vous avez suivi certainement l'information, le sujet que nous sommes en train d'aborder sur les 10 mesures qui portent sur beaucoup d'aspects liés à l'environnement, entre autres la question liée à l'institution d'une taxe carbone, la mise en place d'une autorité de régulation de marché même de ces, j'ai accepté qu'ils appellent fameuses taxes carbone. Le lancement des études en vue de l'élaboration de la politique nationale sur les changements climatiques. Les changements climatiques qui sont en train d'impacter fort négativement sur l'humanité tout entière. L'Afrique qui ne pollue qu'à 4% est aujourd'hui frappée de plein fouet. Et lorsque vous avez suivi cette information, quelle était votre première impression? Bon, je voudrais saluer les efforts du ministre en charge de l'environnement pour ces initiatives qui permettent naturellement la régulation climatique. C'est évident. Mais j'ai une autre approche. Je voudrais que nous ayons une fondation. Une base, à partir de laquelle on peut fonder. Où nous pouvons participer à la définition de nouvel ordre international. Parce qu'il y a tellement de déclarations, il y a tellement de sommets qui parlent de la protection de l'environnement. Et cet environnement a été dégradé par un certain nombre de pays qui sont censés aujourd'hui être reconnus comme pollueurs. Vous venez de dire tout à l'heure à l'introduction que, bon, nous ne sommes pas encore allés très loin. La pollution, c'est D à 4%. D à 4%, encore qu'il faut vérifier véritablement. Nous n'avons pas des industries, nous n'avons pas grand-chose, etc. Même le taux de déforestation sur le plan mondial, d'abord c'est 20, mais nous, on intervient à 1,5 ou 2%. C'est que très clairement, nous ne sommes pas encore concernés par ces choses-là. Nous ne sommes pas concernés, mais frappés. Nous sommes frappés certainement, mais il faut réfléchir. Parce qu'il existe aussi une littérature contraire qui vous parle que cette question environnementale, c'est une anarque. C'est comme ça que vous avez vu à un moment donné Trump résister à pouvoir signer... et sortir même de l'accord de Paris. Bien entendu. Même si Joe Biden est venu corriger. Oui, il est venu corriger parce qu'il est politiquement correct. Vous savez, les différentes complotations mondiales, etc., sont orchestrées et animées par un certain nombre de personnes. Et il y a ce qu'on appelle le politiquement correct et le politiquement incorrect. Joe Biden, c'est un acteur du réseau, quoi. Il est politiquement correct. Il connaît les règles politiques, il connaît...
le complot mondial ou l'ordre Et mondial il ou le participe gouvernement à ces mondial. complots. Et il est dedans. Tandis que vous avez un homme comme Trump qui n'est pas dans ces choses-là. Et il a été perçu comme un fou, surtout lorsqu'il y a trop de coups de gueule mégaphonés autour des changements climatiques, etc. Et donc ça donne l'impression comme si c'est Biden qui nous ramène la paix. Parce que les gens se sont posé beaucoup de questions. Comment les États-Unis d'Amérique, qui constituent l'un des grands pollueurs de la planète, puissent se retirer de cet accord si important? Tout à fait, parce que, croyez-moi, lorsqu'on parle pollution, c'est qu'à ricochet, on parle industrialisation. Tout est parti d'ailleurs de la révolution industrielle. Le pays le plus industrialisé, ce sont les États-Unis. Maintenant, là, secondé par la Chine, etc. Et ici, on dit, bon, changeons de paradigme, allons dans la direction, n'est-ce pas, de protéger l'environnement. C'est qu'il faut véritablement chercher des alternatives qui remplacent les industries. Or, ça risque véritablement d'entamer la puissance américaine qui est basée sur l'industrialisation. Et ça, ils ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas accepter. C'est comme ça que ça traîne. On a signé Kyoto, ils ont refusé. Paris, ils se sont même retirés. Et même si Obama a signé, Biden est revenu. On veut voir très concrètement, lorsqu'on va aux États-Unis, où est-ce qu'on en est en termes des actions concrètes. Des actions concrètes par rapport à ces problématiques, etc. Non. Écoutez, cher ami, c'est très clair. On parle de déforestation, on parle de changement climatique. Oh, nous n'avons rien, nous sommes dans la pauvreté. Et il y a une propagande très grandissante sur la question. Nous sommes frappés. Mais est-ce que c'est une propagande ou c'est réellement une vérité? Lorsqu'on observe, même en termes de saison, il s'observe une véritable perturbation. La saison sèche d'aujourd'hui n'est pas pareille à celle qu'on a connue il y a de cela 20 ans, par exemple, en termes de fraîcheur, en termes de climat. Non, mais vous avez la vérité sur un certain nombre de choses. C'est évident. Les perturbations saisonnières sont les gens, ça c'est évident. Mais on dramatise un peu plus. Parce qu'ils ont utilisé leur environnement. Ils sont devenus puissants. Mais il nous faut endormir. Prenons par exemple, je vous suis de temps en temps lorsque vous parlez du parc de Virunga. Dans ce parc de Virunga, il y a des potentialités énormes de pétrolières. Mais qu'est-ce qu'on dit? C'est un parc qui est un patrimoine mondial. Et donc, en tout état de cause, les Congolais ne peuvent pas utiliser. On ne peut pas exploiter, sinon on met en mal les écosystèmes. Voilà. Or, aux États-Unis, il y a du pétrole aussi. En Russie, il y a du pétrole. En Chine, il y a du pétrole. Alors, chez nous, on dit ça met à mal les écosystèmes. Mais écoutez, il y a des technologies qui permettent de maintenir les écosystèmes à l'état, mais d'exploiter véritablement le pétrole. Mais nous en avons par-ci par-là. Pourquoi aller seulement dans les aires protégées? C'est ça la grande question. Pourquoi aller Nous avons des gisements de pétrole un peu partout en République du Congo. Pourquoi on ne peut pas commencer ailleurs? On veut seulement avoir un regard sur les aires protégées. C'est où ces gisements-là? C'est où? Et quelle est la quantité? Et quelle est la qualité? C'est ça aussi. C'est ça, mon ami. Donc, les aires protégées. Qui ont amené ce concept d'aires protégées? Qui a amené ce concept? Ça devient une propagande mondiale. Oui, je connais Yellowstone. Vous êtes expert en environnement. Vous comprenez que ça vaut la peine que l'on puisse préserver cette biodiversité. Oui. Je suis d'accord avec la solidarité intergénérationnelle. Il faut qu'on trouve quelque chose. Nous ne pouvons pas tout abuser, c'est évident. Mais la protection de l'environnement, c'est à la fois la protection et c'est à la fois la conservation et la mise en valeur. Très bien. Les deux à la fois. Et donc, vous ne pouvez pas protéger, mais vous ne mettez pas en valeur. Sinon, alors, on n'a pas interdit alors à la RDC de mettre en valeur. À quoi sert cette conservation lorsqu'on reste dans la pauvreté la plus abjecte? Comment voulez-vous que les Iraniens soient aujourd'hui puissants, les Saoudiens sont puissants, les Qatariens, etc., à cause de leur pétrole, y compris, n'est-ce pas, la Russie. Et puis chez nous, non, ce sont des patrimoines mondiaux, il ne faut pas y toucher, ce sont des aires protégées. Mais arrêtez des conneries. Il faut que les discours changent.
que nous fassions un débat de fond. Beaucoup de chercheurs occidentaux qui sont véritablement des génies environnementalistes, qui vous disent qu'ils sont des anarques, qui vous disent que à l'époque, avant l'industrialisation, lorsqu'on regarde la courbe qui expliquait naturellement la dégradation environnementale, il a existé avant le 19e siècle, avant l'industrialisation, une courbe qui est allée plus loin que la situation d'aujourd'hui. Alors, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui a expliqué que cette courbe montre très clairement qu'il y a eu autant de gaz à effet de serre, plus que la situation d'aujourd'hui, et pourtant il n'y avait pas d'industrialisation, qui est censée être la source principale de la production de gaz à effet de serre. C'est ça le grand problème. Et nous devons naturellement faire un débat de fond pour que nous puissions véritablement asseoir notre conviction autour des choses réelles. Vous savez, quand j'écoute la politique, non, je ne veux pas parler du gouvernement, mais en fait, l'association des ministres, quand ils viennent pour des actions, ce sont des choses qu'on largue sur le plan international, on les copie, etc. Quand vous dites, par exemple, création d'une taxe carbone, bien alors, vous l'avez dit, c'est combien le carbone que nous produisons à la différence, par exemple, des Américains, à la différence des Français, des Chinois, etc. Et au moins, ils ont un problème de carbone parce qu'ils ont tellement de choses qui produisent des gaz. Oui, alors chez nous, là, une taxe, vous avez des citoyens très pauvres et vous les asphyxiez encore avec n'est-ce pas, des taxes, etc. qu'il faut payer, semble-t-il, contre la production de carbone au moment où le problème en termes statistiques ne représente rien. C'est de tout ça que l'intellectuel africain, subsaharien, doit être en mesure de mettre sur la table et d'en débattre. Alors, maintenant, lorsque nous allons devoir copier, simplement parce qu'il y a une communauté internationale qui a pris un certain nombre de mesures. Or, cette communauté internationale est une dénomination anonyme. Il y a ceux qui estiment d'ailleurs qu'ils ne jouent pas franc jeu. Non, la communauté internationale, ce sont quelques pays, quoi. Pourquoi jouer franc jeu? Et ils englobent tout le monde. Bon, voilà, donc ils ont un paradigme d'exploitation. Le paradigme occidental aujourd'hui... Mais du moins, lorsque on organise par exemple des conférences de partis, c'est tous les États qui participent à ces conférences. La République démocratique du Congo, pays de méga biodiversité, une puissance écologique, pourquoi nous ne prenons pas des positions qui vont dans le sens de faire valoir justement toutes ces valeurs écologiques que nous avons, toutes ces ressources, richesses? Michel, c'est depuis longtemps que je te suis sur cette question environnementale. Il peut y avoir COP 26. Vous savez comment... Oh, mais la COP 26 de Glasgow qui s'annonce déjà. Alors, vous savez comment on fait les choix des gens? C'est dans la précipitation. Vous avez déjà vu des ateliers qui organisent la préparation véritablement de tout ce là, vous dites sur le plan interne, sur en République du Congo. Donc. Oui, mais parce qu'on n'a pas un discours. Alors là, le problème, c'est au niveau de la République. Vous savez, moi, j'ai reçu un enseignement, ce qu'on appelle la globalisation, la mondialisation. Et dans cet enseignement, c'est un Brésilien, en fait, qui est spécialiste des questions d'alliance conjoncturelle. Et qui nous disait que vous ne pouvez pas imaginer, vous avez des problèmes. Vous avez parlé des poumons écologiques. Vous avez le Brésil, l'Amazonie, vous avez le bassin du Congo. Mais il n'y a pas de passerelle entre les deux poumons pour s'imposer sur le plan mondial. Oui, et le Congo, dans le bassin du Congo, c'est 150 millions d'hectares de forêt sur les 250. Vous vous rappelez en 2009, lorsqu'on préparait Copenhague, c'était très clair. En Libye, on avait réclamé 67 milliards de dollars. Certainement que lorsqu'on est arrivé à Copenhague, ce que Sarkozy a fait, il y a une proposition de 10 milliards qui ne sont jamais revenus. Mais lorsque les Africains se sont réunis, nous qui avons la moitié de la forêt africaine, on a déterminé 67. De quelle manière on a déterminé 67 milliards? Il n'y a pas eu même de calcul allométrique. Mais alors le Congo, quelle serait sa proportion? Qui étaient des spécialistes sur la question pour faire des calculs dans l'équipage de séquestration du carbone pour savoir à quelle proportion nous intervenons pour que nous puissions véritablement bénéficier les dividendes de recherche sur le plan international. Encore que lorsque vous regardez les différents accords, on vous dit non, la forêt naturelle n'est pas concernée dans ces calculs-là. Voilà.
quelle est notre capacité de plaidoirie ou de plaidoyer pour que nous arrivions véritablement à asseoir une conviction sur le plan international pour dire oui, nous protégeons la forêt, oui, nous avons de la biodiversité, certes, qui aurait pu servir notre société. Voilà comment nous calculons en termes, n'est-ce pas, des moyens financiers, n'est-ce pas, qui peuvent véritablement nous générer, mais qui ne nous donnent rien, parce que nous voulons être au service de la communauté internationale. Mais écoutez, nous voulons ceci. Ces calculs ne sont pas de mise. J'ai suivi à l'époque un ministre dans une rencontre avec le ministre de la coopération, le ministre de l'Environnement congolais, qui demandait 1,5 milliard. Il croyait qu'1,5 milliard c'était l'argent. Vous voyez un peu un poumon écologique. On demande des millions. Mais le Brésil a bénéficié souvent bien entendu. Vous savez, le Brésil, des financements. Le Brésil aujourd'hui, c'est 3 000 milliards de dollars. 8e puissance économique. Hier, il était même plus que la Grande-Bretagne. Et nous sommes un deuxième poumon. Les problèmes que vous posez... Vous m'avez dit tout à l'heure que nous avons même pris le dessus. Voilà, parce sur que le Congo, le Brésil. Le bassin du Congo a 250 millions, mais c'est le bassin qui a plus de diversité biologique. À la différence du Brésil, même si 820 millions d'hectares, mais nous avons plus de diversité. Mais écoutez, nous gagnons quoi? Nous n'avons que 50 milliards de dollars de produits intérieurs. Alors, les problèmes que vous êtes en train de poser, c'est sur le plan interne. C'est la République démocratique du Congo doit s'organiser pour qu'elle puisse tirer profit de toutes ces ressources. Ma crainte, c'est que lorsque Madame la ministre arrive, c'est tellement que c'est une dame assez active, proactive, etc. Mais bon, elle commence par des 10 mesures. Ces mesures-là sont des liens communs. Connus de tous. Et qui sont fabriqués dans les laboratoires. Je me suis beaucoup dans les laboratoires occidentaux. Nous avons des environnementalistes dans notre pays. Faisons la photographie de la situation, identifions nos problèmes, identifions nos forces, identifions nos contraintes, recherchons des pistes de solutions correspondantes. Ce ne sont pas ces mesures-là. Ça ne correspond pas aux réalités qui sont les nôtres. Vous avez des exploitants forestiers qui sont dans nos forêts, etc. Mais il faut aller voir la vie de nos concitoyens qui sont dans les villages, qui sont des riverains. Et alors maintenant, quels sont les problèmes qui sont pendants? Comment entendons-nous les résoudre? Vous avez par exemple des aires protégées qui contiennent des potentialités énormes, des ressources naturelles, etc. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous avons besoin de moyens. Nous ne pouvons pas aller pleurer à longueur de journée 50 millions, 100 millions, etc. avec des chantages. Encore que ni le Fonds monétaire international, ni la Banque mondiale, moins encore les institutions régionales, n'ont permis à une société d'avancer. C'est de tout ça qu'il faut vraiment mettre sur la table, appeler les gens à réfléchir. Mais quand on va vite, simplement parce qu'on va être appelé... pas à Madrid, à Barcelone, aux États-Unis, etc. Et on est emporté véritablement par cette euphorie de jouissance et on oublie des questions questionnantes, des questions qui appellent d'autres questions pour permettre véritablement le boostage de la République. Moi, j'ai dit, on n'ira nulle part. On va continuer comme ça, quelqu'un d'autre va venir avec ses 20 mesures. Avec 20 mesures. Donc, ça veut dire que vous estimez que ces 10 mesures ne valent presque rien. Vous estimez donc, ne valent rien. Non, c'est occidental. Et que ce n'est qu'une copie de ce qui se passe ailleurs. Donc c'est comme si on rentrait un peu dans la Renaissance, hein, avec la littérature française. Regardez, quand vous êtes par exemple en France, Sarkozy avait déjà proposé la taxe carbone. Et on a articulé ça sur le plan international, etc. Mais il faut faire des adaptations par rapport à l'espace géographique. Nous, qu'est-ce que nous avons à faire avec cette taxe? Nous avons affaire avec cette taxe comment? Le problème lui-même, il est représenté comment? C'est un peu comme vous voyez avec Covid-19 ici. On vous dit non, la situation est grave. Et alors maintenant, quand on vous dit, c'est combien de personnes malades? Ça c'est 0,0035. Mais arrêtez des conneries. Donc ça ne représente rien sur le plan statistique. Non, on dramatise. On dramatise. Et alors il y a des gens qui trouvent un terrain par rapport à ça. Non seulement les comploteurs, mais il y a aussi des relais à l'intérieur de la République. Et ça c'est vraiment dommage. Hein. On va rester pendant des siècles et des millénaires. On n'ira nulle part avec l'élite politique que nous avons. Sincèrement. Donc ça signifie que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, le mal, c'est le Congolais lui-même. Oui, c'est ce que vous voulez dire. Les médias que vous indirectement. Je suis content, par exemple, quand vous avez des médias qui parlent environnement. Et moi, je dis, ok, ça y est, on est parti, j'ai un autre média, etc. Mais ne devenez pas des agents de publicitaires de l'Occident. Parce que quand je vous écoute,
tous, voilà, le changement climatique, c'est là, etc. Mais c'est une Quand réalité vous avez des ONG environnementales, ces ONG environnementales entendent des petites sommes, il faut aggraver la situation déjà pour que les problèmes soient ressentis de manière à bénéficier des voyages à travers le monde. Et donc, aucun souci. Ils vont tirer des boulets rouges lorsqu'il s'agit d'exploiter le parc de Virunga. Ils ne cherchent même pas des solutions correspondantes pour dire nous avons besoin véritablement de ce pétrole, mais nous avons besoin que vous puissiez utiliser des technologies qui permettent de préserver les écosystèmes entretenant la vie. Rien du tout. On va dire non, c'est un patrimoine mondial. Ben, arrêtez des conneries. Quel patrimoine mondial? Toutes ces puissances, ils ont commencé par les ressources. Ils vivent de leurs ressources. Et les patrimoines seulement chez nous, les a protégés parce qu'ils ont conçu des concepts. Il faut changer de paradigme, mon ami. Et si nous n'avons pas des intellectuels qui produisent des idées et qui déterminent un certain nombre d'actions qu'il faut mener pour changer la situation, écoute, on ira nulle part. Alors la grande question que je vous pose, est-ce que le changement climatique est une réalité pour le fond? Le changement climatique est une réalité parce que vous avez, en Indonésie par exemple, on a assisté à une inondation qui a emporté plusieurs villes, mais plus de 100 000 personnes emportées. La hauteur de l'eau, c'est très clair, c'est 20 mètres. Et imaginez-vous, toutes les maisons qui étaient à 20 mètres de hauteur ont été emportées. Alors, puisque c'est une réalité, on propose des mécanismes et des solutions. Oui, mais alors, vous estimez que ces mécanismes, puisque ça vient de l'extérieur. La généralisation. Il faut savoir adapter ces mécanismes par rapport aux espaces géographiques et les réalités. C'est très important. C'est très important, taxe carbone. Vous voulez taxer les gens carbone au moment où notre forêt est en train de séquestrer le gaz à effet de serre, etc. Et nous sommes dans la pauvreté à cause véritablement de la maintenance ou de la conservation de cette forêt. Et là, c'est pas correct. Alors, parce qu'on en a discuté dans, je ne sais pas dans quel sommet, etc. On apporte et on relaye. On devient des agents de publicité de tout ça. Non, arrêtez. Moi, je ne peux pas, à l'âge que j'ai, et le minimum d'intelligence que j'ai acquis, je ne peux pas, sincèrement, pour l'instant, travailler comme un petit robot. Non. On nous manipule. Sous le dictat extérieur. Et ça fait du bien, parce que lorsqu'on va appeler ceux qui vont participer à telle conférence, on envoie l'argent, on envoie des billets, les ONG environnementales, le gouvernement de la République, avec des gens même qui ne sont pas des experts. Ils ne sont pas des experts en matière environnementale. Qui sont dans les délégations, etc. Vous voyez, c'est que ça représente. Donc, nous sommes victimes de notre propre turpitude. Et si nous ne disons pas ces choses, les gens ne vont pas prendre conscience de ce qui représente les enjeux et les défis. Et c'est comme ça que nous avons résolu, même sur le plan environnemental. Je suis environnementaliste, je suis le plus respectable du pays. Mais je dis que non, il faut éviter les anarques aussi. Et il y a trop d'anarques. Et nous disons qu'il faut dénicher ces anarques et savoir poser des questions questionnantes pour que nous puissions véritablement, ne serait-ce que faire quelque chose pour notre pays. On ne peut pas avoir des ressources naturelles. On ne peut pas avoir une diversité biologique. On parlait dans le couloir tout à l'heure des tourbières. Mais nous avons gagné quoi? Nous avons gagné quoi? Mais il faut des stratégies. Sur le plan interne, à vous entendre parler de temps en temps, parfois vous insurgez contre toute façon de se transformer en relayeur de certaines décisions qui sont prises au niveau de l'Occident. Et aussi, vous revenez sur le fait que sur le plan interne, les Congolais ne veulent pas s'organiser pour qu'ils puissent faire valoir toutes ces ressources et exiger de ceux qui sont pollueurs, de ceux qui détruisent l'environnement, des financements pour que nous puissions décoller aussi. Il faut l'aider. Il y a un ordre mondial qui est mis en place. Et que cet ordre-là, qui est basé sur l'idéal civilisationnel de l'Occident. Aujourd'hui, les Orientaux en boîtent les pas, etc. On est sur un même terrain de compétition, de jeu. Et donc, ces complots-là, ces complotistes-là, ces comploteurs cherchent des relèves volontaires à l'intérieur de nos pays. Et ces relèves volontaires se recrutent. Et selon vous, ils les ont déjà? Oui, mais écoute, la preuve, c'est que vous êtes en train de parler des 10 mesures. Dis-moi, nous sommes en train d'analyser une décision qui a été prise par une autorité congolaise, adoptée au Conseil des ministres. Mais ça vient d'où? Vous croyez que c'est au ministère qu'on a réfléchi pour faire ça? C'est l'essence du travail que nous sommes en train de faire pour éclairer ceux qui sont en train de nous suivre. C'est pourquoi nous disons qu'on doit sortir
de la galerie. On doit sortir des sentiers battus. Il faut construire un processus d'innovation. Même lorsqu'on parle de la levée du moratoire, ça fâche aussi? Non, la levée du moratoire, ça ne peut pas fâcher. Mais on a vu comment les choses ont fonctionné. Et je voudrais savoir, même avec les concessions forestières antérieures, qu'est-ce que ça donnait comme résultat avec les populations riveraines. Oui, qui continuent à souffrir. On enlève le moratoire, certainement, on aura d'autres concessionnaires, etc. Et pour avoir quel résultat, tout cela faisant comme il nécessite qu'au niveau du ministère, qu'il y ait une rencontre où les gens réfléchissent. Maintenant qu'on veut enlever le moratoire, quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Comment on en a connu? Quelle est l'évaluation? Qu'est-ce que ça nous donne en termes de résultats? Quels sont les mécanismes que nous pouvons mettre aujourd'hui en place pour que véritablement ça nous donne des résultats? Ça, non. Parce qu'il y a des gens, excusez, il y a des gens qui font pression. Il faut lever le moratoire, etc. Bon, on va lever. Mais quelle est la discussion ou la motivation, le soubassement à la base de tout ça? Rien du tout. Et c'est cette complaisance de l'élite politique qui a privatisé notre pays, c'est là que je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. J'aimerais, vous savez, on est entré au gouvernement, il y a la situation antérieure, il faut visualiser ça à travers une photographie, etc. On n'a pas la situation antérieure, mais on prend des mesures. On est en train de grimper sur ce qui n'a pas marché. Et alors, maintenant, on n'ira nulle part. Ah, ça devient ça va y aller, l'autre va venir. Il viendra avec d'autres. Tout en piétinant ce que l'autre a laissé. Voilà. Et ça devient souvent un problème en République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de la continuité de l'État, c'est seulement lorsque il s'agit du pouvoir. Mais par rapport aux affaires même de l'État, il n'y a pas continuité. Analysez même la remise-reprise. Lisez les comptes rendus de ces remises-reprises. Vous verrez. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. Pas de contenu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous assure. Vous savez qu'il y a des pays, en fait, comme Gambie, par exemple. C'est 70 000 habitants. Proportion réservée, on peut arriver jusqu'à 100 000. Vous avez des pays comme Sao Tomé Principe, c'est 200 000 habitants, c'est 1000 km². Ce sont des pays. Et ils ont un gouvernement, ils ont des gouverneurs de province, ils ont des bateaux, ils ont des avions, etc. Et nous sommes un pays qui prend 2000 fois Sao Tomé Principe. Mais voilà. Un pays continent. Mais alors, on évoque aussi la question liée à la tenue des États généraux de nos espaces forestiers. Ce sont quand même des mesures qui... C'est revenu plusieurs fois, mais ici, on attend que les actions soient réellement menées. Je travaille avec la FAO comme consultant INRED, consultant du système des Nations Unies, en charge de RED. Et là, j'ai côtoyé les experts de la banque, j'ai côtoyé les experts du PNUE, du PNID, etc., FAO. Et ces choses-là, c'est depuis très longtemps, ça existe, non? Les États généraux, là. Mais il faut le faire. On en parle, mais on n'aboutit pas à cela. Non, il faut changer de méthode. Il faut changer de paradigme. Il faut sortir de la complaisance. Il faut sortir de la routine. Il faut y mettre de l'intelligence. Et une intelligence non émotionnelle. C'est très important. C'est comme si vous voulez dire qu'au niveau peut-être du ministère de l'Environnement, il n'y a pas des experts qui réfléchissent. Qui n'ont pas une marge de manœuvre. Ils n'ont pas une marge de manœuvre. Donc c'est la politique qui prime surtout. Oui, je connais des collègues qui ont étudié avec moi à l'école régionale post-universitaire de forêt tropicale. Je connais des collègues qui ont été à Yangambi, qui ont fait l'eau et forêt, qui réellement sont au grade, même les directeurs au ministère de l'Environnement. Je me pose la question s'ils sont consultés. Vous vous posez cette question. Je me pose la question. Lorsque un acteur politique dit ça signifie que cette question devient une interrogation oratoire qui constitue en soi une affirmation. Mon cher ami, qui ne sont pas consultés. Vous m'avez appelé ici comme un expert international sur les questions environnementales. Très bien. Et si nous allons considérer tout comme tabou, parce qu'on est politique et on veut faire la politique politicienne, alors là, c'est pas correct. Il faut dire la vérité. Pour aider surtout les autorités à rectifier les tirs et aussi conscientiser cette population. Vous avez à l'intérieur du ministère de l'Environnement des hommes et des femmes qui sont capables. Le secrétaire général de l'Environnement aujourd'hui. Les patrons de l'administration. Bien entendu. C'est un environnementaliste. Il a fait comme moi, la gestion de forêt tropicale. Vous avez des directeurs, etc. Ils sont nombreux qui ont été à Yangambi. Mais ils ne sont pas consultés. Malheureusement,
on a même supprimé la faculté d'enquêtion. On a même supprimé la faculté de haute forêt. Il n'y a plus de forestiers aujourd'hui chez nous. En dehors de cette génération qui est en train de disparaître. Ah, cette génération qui est en train de partir. Il y a voilà, des questions de fond qu'il faut véritablement mettre sur la table aujourd'hui. Ce sont ces questions-là. Mais on ne sent pas aussi des acteurs politiques, par exemple, se pencher sur ces questions pour exiger plus d'action dans ce sens. Et surtout que, on l'a dit avec vous, que nous polluons moins, mais nous sommes frappés de plein fouet par ces effets des changements climatiques, même si vous refusez ce concept qui, d'après vous, sont purement occidentaux, ces concepts. Il y a une chose, il y a une partie vraie, il y a une partie dramatisée, etc. Mais bon, si nous discutons de ces questions-là, parce que regarde, même mes collègues, là, mes amis qui sont au sein du ministère de l'Environnement, je ne pense pas qu'ils puissent. Moi, je suis fait pour transformer, parce qu'il y a une différence entre être instruit et être intellectuel. Il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes. Les papiers. Là, on peut déchirer aussi. Une présomption de connaissance. Les parchemins, il peut avoir 5 doctorats, 10 doctorats. Mais il n'est pas inutile dans la société. Aucune plus-value. Incapable de faire valoir. Voilà. Mais il y a des intellectuels, c'est-à-dire qui ont des idées, mais qui veulent rendre opérationnelles ces idées-là pour booster, transformer la société. Ces intellectuels, nous faisons partie véritablement parmi ces intellectuels. Alors maintenant, lorsque vous avez par exemple des collègues qui connaissent mieux les choses, qui y ont fait véritablement les diagnostics, mais qui sont incapables de dire à quoi que ce soit, parce qu'ils risquent de mettre en jeu son poste. Et là, ça devient dangereux. Ça veut dire que c'est l'égoïsme qui continue à tuer le Congo, parce qu'on veut conserver son poste, on ne dit pas à différents niveaux. Ce qu'il faut dire, et la situation va continuer telle que nous sommes en train de la vivre. Le petit peuple va continuer à souffrir. À différents niveaux. Ça s'institutionnalise. Et je suis heureux que le président Tshisekedi, le président Tshisekedi est en train de se battre pour changer le paradigme. Parce que le problème, c'est au niveau du paradigme. Nous avons connu un modèle. Et ce modèle est à rentabilité externe. Le modèle lui-même est une extraversion économique. Et tous ceux qui travaillent à l'interne sont des relais volontaires, des agents publicitaires. Vous voyez. Tandis que pour sortir de ça, il faut construire une dynamique vers un changement de paradigme. Et le paradigme est un faux centriste. C'est-à-dire la renaissance africaine, avec de nouvelles méthodes, avec des innovations, avec de nouvelles façons de faire les choses au niveau de la gouvernance. Ça construit. Mais il faut avoir des intellectuels. Or, ici, nous avons plus d'instruits que d'intellectuels, de pseudo-chercheurs politisés. C'est cela qui fonctionne dans un écosystème politique de politique intrinsèque. Il faut sortir de ça. Vous allez voir quelqu'un, il arrive à la télé, il ne dit rien, mais il va vous dire, j'ai 5 diplômes. Mais 7 diplômes, pourquoi faire? Il dit quoi pour changer la situation? Et quand on l'appelle, immédiatement, il est là, c'est vraiment l'homme le plus loyal que l'on puisse assister, etc. Et même l'autorité, qui n'est pas de son domaine, ne saura pas quoi faire. Alors, parce que lui ne propose rien. Vous parlez de paradigme. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Parce que nous sommes suivis. Le changement de paradigme, c'est un changement de modèle. Le modèle. Quel modèle doit-on adopter maintenant? Mais le modèle qui est le nôtre aujourd'hui, dont vous faites la publicité à la radio, à la télévision, ces modèles à vocation d'être servis de puissance d'argent, qui en réalité ont mis en place un système de contrôle, un système de domination. C'est ce paradigme-là qu'on appelle le paradigme à rentabilité externe, qui est à vocation eurocentriste. C'est-à-dire tout ce que nous faisons doit être au profit des Occidentaux. C'est cela. Nous voulons qu'il y ait un autre paradigme pour que ce que nous faisons soit au service des Africains. Alors, quel est ce paradigme alors? Qu'est-ce que vous proposez exactement? Parce que Bazaïba se dit, bon, 10 mesures, et parmi les 10 mesures, il évoque faisons les choses en s'inspirant des valeurs qui sont les nôtres, en étant au service de notre société. C'est un paradigme à rentabilité interne. Je vous donne par exemple l'exemple, on a du pétrole dans les parcs de Virunga, on ne peut pas exploiter ça. Parce qu'il y a des gens qui ont mijoté un coup sur le plan international pour qu'on protège ça, parce que leurs générations futures doivent véritablement... Parce qu'en réalité, nos ressources sont considérées comme leur patrimoine. Et tous qui sont comme dirigeants chez nous doivent travailler comme des intendants.
Et ils sont là comme pour protéger les intérêts des autres. Voilà, c'est ça. Alors donc, que ce sont des biens qui appartiennent aux Congolais. Bien entendu, bien entendu. Ça devient compliqué. C'est vraiment compliqué, mais il faut des panafricanistes, il faut des intellectuels qui ont la capacité non seulement de produire des idées, mais également de mais les valeurs qui sont toujours évoquées sont des valeurs qui sont universelles. Lorsqu'on évoque le fait que, et par exemple, arriver à une exploitation de ces ressources pétrolières au sein des aires protégées impacterait sur la biodiversité, impacterait sur les écosystèmes, mais ce n'est pas faux. Même si vous évoquez des technologies beaucoup plus avancées qui pourraient éviter, mais on aura toujours une certaine dimension d'impact. Vous donnez la réponse, mon ami Michel. Qu'est-ce qu'on appelle par un plan de gestion? Un plan de gestion. Qu'est-ce qu'on appelle zonage? La répartition de l'espace géographique par rapport aux activités à réaliser. Ça existe même dans leur philosophie, etc. Cet endroit-là, ça sera le pétrole, cet endroit-là, ça sera la zone tampon, c'est la zone d'exploitation, etc. Tout ça est prévu. Tout ça est prévu. Mais la grande question que je voulais poser à l'entame, nous en avons par-ci par-là. Pourquoi un regard seulement sur les aires protégées? C'est ça la question que même ces citoyens lambda qui est à la maison est en train de se poser. Nous avons des gisements de pétrole en République démocratique du Congo presque partout. Mais pourquoi il faut commencer seulement au niveau des aires protégées alors que partout ailleurs où nous en avons, on ne veut pas mettre des moyens pour qu'on puisse exploiter, développer l'économie comme on veut. Vous avez évoqué le fait que les politiques n'arrivent pas à prendre de véritables mesures qui pourraient permettre au pays de décoller véritablement. Michel, vous êtes encore de la nouvelle génération. La moyenne d'âge en Afrique, c'est 19 ans. En Europe, c'est 42 ans. Vous avez beaucoup de défis à relever. Il faut éviter ce discours qui est fondamentalement orienté vers la neutralisation du génie africain. C'est pas possible. Vous dites que pourquoi dans les aires protégées? Non, c'est une question. Non, ça veut dire, attendez, je vous pose quand même la question. Ouais. Je voudrais bien orienter ma question. Ouais. Ça veut dire, nous avons des gisements de pétrole à divers endroits en République démocratique du Congo. On n'a pas encore commencé à un seul endroit, mais une explication qui est donnée veut que pourquoi dans les aires protégées on ne peut pas toucher. On n'a pas commencé à quel endroit, comment? Non, ça veut dire qu'est-ce que ça vous avez dit vous-même, qu'est-ce que ça apporte exactement pour que nous puissions. Justement ça, combien de barils l'ont produit? Et quelle est la contribution dans les produits intérieurs bruts? À qui la faute? Dans le bien. Voilà. À qui la faute? Voilà. Donc le problème, c'est une responsabilité partagée. À la fois de ceux qui viennent exploiter et de ceux qui donnent le local, les blocs, le pétrole, etc. Et la gouvernance à différents niveaux fait des dégâts. Et il y a une complicité. Il y a des relais volontaires qui sont des commissionnaires. Sous ces concepts-là, les relais volontaires. Les relais volontaires. Parce qu'ils deviennent des agents des communautaires. C'est comme ça que vous voyez, regardez. On veut nous donner des moustiquaires. Moustiquaires imprégnés d'insecticides. Alors vous avez des relais qui partent de maison en maison. Et non, prenez moustiquaires. Dis, mais arrêtez. Quel moustiquaire? Pour avoir quel résultat? Pourquoi on doit décaisser 100 millions de dollars simplement pour les moustiquaires? Et pourquoi on ne donnerait pas l'argent pour arranger les routes? Pourquoi on ne donnerait pas l'argent pour assainir les milieux et éviter les moustiques? C'est que quelque part, l'Afrique est en train de produire, j'allais dire, il y a plusieurs personnes qui naissent. Et cette augmentation, comment on dit, exponentielle de la population va créer des problèmes. Et donc, il faut savoir planifier non seulement les naissances, mais aussi la gestion même. La gestion des hommes qu'il faut véritablement disparaître parce qu'ils sont de bouches inutiles, considérés comme tels par les hygiénistes occidentaux. Vous-même, si vous refusez des rapports estiment aussi que d'ici à 2050, par exemple, les villes seront beaucoup plus peuplées que les villages parce que on ne veut pas développer les milieux ruraux. Tout à fait. Tout à fait. Ce cas-là, ça quand même, c'est un bon rapport. Non. C'est rapport. Ça ne demande même pas d'avoir un rapport pour constater ça. Regardez quand les milieux ruraux, tous les centres extra-coutumiers ne sont plus opérationnels. Tout le monde quitte le village vers la ville, mais ils créent une armée de chômeurs de luxe. Malheureusement. Et donc, voilà, donc on sera plein avec des koulounas, etc., doublés
de Koulouna en cravate qui se recrutent parmi les séniles, cette génération sénile qui sont dans les institutions, dans les affaires, etc. Et donc, bon, au village aujourd'hui, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé. Même pour l'aspirine, il faut venir à Kinshasa. Voilà. Donc, c'est cela. Et ça sont des grands défis. Et c'est justement ça. On a besoin à la fois du ministre de l'Environnement, du ministre du Développement rural, du ministre de l'Économie, le ministre du Plan. Tous ces ministères, etc., doivent créer des commissions interministérielles pour réfléchir sur notre situation. Nous voulons avoir une photographie, un diagnostic de redressement institutionnel. Ça, on en a besoin. Mais qui va faire ça? Qui va contrôler ça? Tout le monde veut avoir de l'argent, se taper une maison à ma campagne. Il y en a ceux qui ont entendu ça par l'histoire et qui, une fois lorsqu'il est dans les affaires, tout de suite, il ne s'est pas mordicus pour attraper une maison à la Gombe, à ma campagne, ou à Limité, etc. Et on est dans cette situation-là et le pays est devenu presque orphelin. Heureusement qu'avec l'alternance, ça peut donner des résultats. Encore que les Warriors se confirment, parce qu'on attend beaucoup d'eux. C'est une Warrior qui a proposé ces 10 mesures. Mais est-ce que non, quand je critique ça, c'est pour arranger ce qu'il faut arranger. Warrior, Madame Eve Bazaïba, elle a commencé, on a commencé avec elle depuis longtemps dans la société civile, avant qu'elle soit à l'IDPS, puis finalement migration vers le MLC. Mais aujourd'hui, elle connaît les préoccupations. Elle connaît les préoccupations. Elle vient d'arriver, elle a envie véritablement démontrer sa volonté volontariste, etc. Mais à un moment donné, ça va se cristalliser et il va voir quelle est la boussole à prendre et quelle est la tâche qui est claire. Et ça, c'est très important. Encore qu'il faut recruter des hommes et des femmes qui ont une certaine expertise pour l'aider, parce qu'on ne saura pas connaître tout. Mais quand on recrute des gens en fonction véritablement de son parti politique, c'est ça le problème. Si on recrute à cause du copinage et des amitiés, etc., ça, je ne dis pas qu'elle recrute de cette manière-là, mais je dis qu'elle a une vue globale de... Elle a un minimum de savoir et de sens du combat que nous avons mené ensemble. Le combat pour lequel aujourd'hui on est en train d'aller dans un processus de couronnement de la victoire. Et voilà, maintenant il faut que tout le monde y travaille. Mais la situation est très très difficile. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont considérées aujourd'hui comme warriors viennent de différents regroupements politiques avec le système qui a changé, quoi. Quand on a vécu dans un système, il y a une discipline aujourd'hui qui s'appelle la mankimologie. Cette discipline étudie les séquelles et les impacts que nous avons reçus du système que nous avons subi. Et c'est démontré par cette science que lorsqu'on change le système et on veut déménager vers un autre système, la tendance, c'est des gens qui ont subi un système ont tendance à reproduire les réflexes dans ce système. Et c'est ça la difficulté. Et les gens disent, mais on est warrior, pourquoi ça ne change pas, etc. Mais ils sont dans une situation où ils sont en train de faire les réadaptations, de quitter les antivaleurs d'un système qu'ils ont connu pour un autre système, encore qu'il faut rendre opérationnel tous les garde-fous. Et les garde-fous, ce sont vous les médias, devenir des médias d'investigation et savoir dire les choses à la place publique pour que l'action publique puisse changer. Il faut l'IGF, il faut la Cour des comptes, il faut l'ANER, qui devient finalement service d'intelligence, requinqué dans son état. Il faut le Parlement, l'Assemblée, qui puisse faire correctement son travail. La société civile, au lieu que nous ayons des ONG environnementales qui ne font que crier à la merci de toutes ces ONG qui sont occidentales, en fait, qui sont tout le temps dans les guichets de leur gouvernement, des banques de leur gouvernement respectifs, et qui viennent nous dire non, pas question. Vous ne pouvez pas faire le barrage d'Inga parce qu'il y a un impact environnemental. Arrêtez des conneries, quoi. Et nous avons des ONG nationales ou locales qui relaient sans simplement parce qu'on leur a donné 50 000, 60 000, etc. Encore que bon, quand ils gèrent ça, aucun effet, aucune plus-value, aucune valeur ajoutée. Et quelques temps après, bon... On accuse, on va chuter peut-être par là, on accuse souvent des autorités d'être entourés plus des politiques et des experts. Vous l'avez aussi à le dire. Les experts, c'est écrit au niveau de l'administration. Le grand problème, c'est que quand on a un feeling politique, une intelligence politique,
on est autorité, on est ministre, il n'est pas dit essentiellement qu'il faut qu'il soit dans le cabinet. Certainement qu'on peut identifier le profil des hommes qui peuvent avec vous. Mais au niveau de l'administration, il y a un secrétaire général. Nous avons 54 administrations. Et dans 54 administrations, il y a des directions, il y a des chefs de division, il y a des chefs de bureau. Et à chaque niveau, on ne peut responsabiliser que quelqu'un qui a le profil, qui a un background. Mais vous avez aussi dit qu'ils ne sont souvent pas consultés, malheureusement. Ils ne sont pas consultés. Ils sont remplacés par les cabinets qui viennent avec les dossiers, etc. et qui ne veulent même pas associer le secrétaire général. C'est ça, il faut que ça change. Alors là c'est un appel que vous devez lancer au chef de l'État. Non, c'est pas non, ça dit que je voulais aller à différents niveaux. Au Premier ministre, à ceux qui sont en train de gérer la République pour que finalement la politique ne devienne plus une distraction. Oui, c'est justement ça. Le président de la République est là, mais celui qui a des comptes à rendre au Parlement, c'est le Premier ministre. Il doit montrer de quoi son leadership doit être fondé en faisant un suivi par rapport à ça. Mobutu disait très clairement, malgré son régime où il nous a rendu tous comme des bouteilles de primus dans un casier de bière, la pensée est inutile, mais il refusait le tribalisme à l'intérieur, par exemple, à l'intérieur des cabinets, etc. Et le Premier ministre doit faire une unité de suivi. J'ai beaucoup aimé le séminaire gouvernemental où on a, parmi les conclusions, il faut un contrat de performance. Je suis désolé parce que la fin dernière, il y a eu un contrat de performance, mais personne n'a évalué. C'est ça. On mène bien des actions, mais ça n'aboutit pas. Il y a un contrat de performance, nous changeons. Non, là, ça pouvait bien se comprendre parce que c'était FCC cash. Et vous savez quelle était la volonté du FCC. C'était des Congolais. Bien entendu. Alors aujourd'hui, nous avons un Premier ministre volontariste et loyal qui, en réalité, il n'a pas de minute. Il doit travailler maintenant à la construction, justement, de ces contrats de performance, à la construction des lettres de mission. Il faudrait qu'on retrouve des lettres de mission à l'intérieur de chaque ministère. Un chronogramme d'action qui nous dit, voilà, en ayant pour cette année, voilà, il y a même des programmes, des logiciels aujourd'hui, sincèrement, Michel, où quand on a déterminé les montants au sein des ministères, etc., il y a un logiciel où on peut savoir, 2 mois après, on peut dépenser autant. Voilà. Alors maintenant, si ce logiciel sera rendu opérationnel, à ce moment-là, il y a possibilité que les résultats tombent dans les serveurs du Premier ministre et de l'unité qui a d'évaluation, de suivi et évaluation, qui travaille avec le Premier ministre. Et il faut ici une autre unité à la présidence de la République. Et donc, on construit véritablement un faisceau sous forme d'un cordon ombilical, etc., qui permettent de visualiser les avancées. Voilà, on est fini, et ça n'est fini plutôt. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Savoir en parler, Norbert Yamba Yamba. Merci beaucoup, Michel. Ça me fait énormément plaisir. Je voudrais saluer les promoteurs de ces chaînes qui, à la fois, associent les spirituels et la science. Ça n'arrive pas tous les jours. Et nous voulons avoir des politico-scientifiques. C'est très important parce que Cheikh Anta Diop disait si ça ne marche pas en Afrique, parce que nous ne voulons pas apprendre. Alors maintenant, il faut dévorer la science. Mais une science à compétence égale, chance égale. Il faut apprendre, désapprendre et réapprendre. Encore que bon, est-ce qu'ils ont le temps aussi d'apprendre? Voilà. Donc ils doivent se mobiliser autour de l'apprentissage. Ce n'est pas parce que tu as un peu d'argent que tu as oublié, ne serait-ce que... Même dans les réseaux sociaux, on peut avoir des informations. Et les Google sont là, on peut avoir des informations. On peut avoir des informations auprès des personnes des ressources. Vous avez des collaborateurs. Cherchez des collaborateurs compétents. Et avec les collaborateurs compétents, vous pouvez faire le point de temps en temps. Vous pouvez faire avancer. Mais voilà, ça n'est fini. Faire le point suppose que savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a prévu, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qu'il reste à faire. Et pour construire un nouveau chronogramme. Ce n'est pas une dernière fois que nous puissions vous avoir sur ce plateau. On vous invitera encore pour d'autres questions. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis et de continuer de nous suivre. Nous serons toujours là pour vous servir et surtout pour vous sensibiliser par rapport à toutes les questions vertes pour que nous puissions poser des actes qui ne mettent pas en mal les écosystèmes, qui ne détériorent pas les écosystèmes, surtout que nous sommes dans la décennie de la restauration des écosystèmes. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés et merci de nous rester fidèles. Restez fidèles à notre programme, le seul qui ne vous cause pas de constipation. Au revoir. Merci bien.